On est de retour avec Hubert de Boisredon qui est avec nous, le PDG d'Armor. Bonjour Hubert. Bonjour Stéphane. C'est super intéressant parce que, en fait, ce qui motive cette invitation se révèle une fois qu'on regarde l'entreprise, ce que vous faites, etc., un petit peu anecdotique. Au regard de tant d'ailleurs, l'évolution. C'est pour ça que j'ai appelé ça développement par l'innovation, c'est-à-dire l'évolution, mais on va en parler, de ce que vous fabriquez, le point de départ, les points d'arrivée, etc. Que en ce qui concerne le management, l'actionnariat salarié, enfin voilà, c'est quand même très très intéressant, tout ce qu'il y a au cœur d'Armor. Donc on est pas très loin de Nantes, c'est ça, hein? On est à Nantes, le siège, et l'usine à la Chevrolière, à 15 km au sud de Nantes. 274 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça toujours À peu près, on va s'approcher tout doucement des 300 cette année. 1900 salariés? Oui. Donc ça veut dire un... On est 700 en France, le reste à l'étranger. Armor exporte 85% de sa production. Donc c'est des forces commerciales qui sont à l'étranger? Et industrielles. On a une trentaine de sites industriels et logistiques dans le monde entier sur les 4 continents. D'accord. Non, mais parce que 274 millions d'euros, 1900 salariés... Et normalement, c'est dans la distribution qu'on est avec des ratios comme cela, moins dans l'industrie quand même. Mais en fait, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Armor, c'est une entreprise industrielle historique, elle a pratiquement 100 ans. Ouais. Au départ, c'était le papier carbone, les rouleaux de fax, les rubans de machine à écrire, les cartouches jet d'encre, cartouches laser, et maintenant, de ce qu'on appelle des rubans transfert thermique qui impriment 6 étiquettes code barre sur 10 en Europe, 3 sur 10 dans le monde, et tout ce qui est information variable sur emballage. Comment ça 6 étiquettes code barre sur 10 en Europe? En Europe, et presque 8 sur 10 en France. Et ça fait combien? Je veux on fabrique 5000 km de films par jour. Les étiquettes code barre, vous en faites combien chaque jour? Ah bon, on en fait des millions. Mais oui, c'est ça. Des millions. En fait, nous, on fait les consommables qu'impriment les codes barres. Vous achetez votre saumon frais, il y a un code barre dessus. Ouais. Ça va être un code barre qui va être adapté pour durer 3 semaines. Ouais. Mais vous achetez votre voiture, il y a un code barre sur la pièce qui doit résister à la chaleur, à la boue, à la graisse, etc. C'est un code barre avec une encre spéciale. Tout ça, c'est Armor qui fabrique le consommable qui va imprimer le code barre adapté à chaque situation. Le consommable qui va imprimer le code barre. Voilà, c'est ça. Ce qui fait d'ailleurs que... Donc le consommable, c'est l'encre, en fait. C'est le ruban ancré. C'est le ruban ancré. Et on appelle ça transfert thermique parce que l'imprimante il y a une tête chauffante qui va déposer cette encre spéciale sur le support, l'étiquette, pour en fait de délivrer un code barre, un QR code, toute information variable sur emballage. Je comprends que ce soit spécifique pour la voiture. Pourquoi est-ce qu'il faut une impression spécifique pour le bout de saumon qui va effectivement durer 3 jours? Mais oui, parce que tout ce qui est alimentaire, il ne faut pas qu'il y ait de l'encre qui gicle ou un bout de laser qui... donc il faut que ce soit une impression parfaitement... Et puis il faut qu'il résiste au froid, il faut qu'ensuite... Voilà, exactement. Oui. Il faut que ce soit une impression parfaitement propre. Un code barre, ça doit être extrêmement précis parce que vous savez, quand vous regardez un code barre, chaque ligne a une largeur différente. Donc ça demande une impression efficace, rapide, parfaite. Et ça, c'est la spécialité. Armor est le spécialiste de l'encre et des consommables d'impression. Vous savez, c'est notre savoir-faire. Hubert, à quoi ça m'a fait penser quand je regardais la boîte? Alors, prenez-le comme vous voudrez. Ça m'a fait penser à Bolloré. Bolloré qui hérite en Bretagne d'une usine dont le boulot est de faire du papier très très fin pour rouler des cigarettes. Oui. Et qui derrière, parce qu'il a une technologie d'extrême finesse, se tourne par exemple vers les batteries, vers une technologie de batterie très particulière, avec des polymères là encore très très fins. Oui. Et j'ai l'impression que vous aussi, sur la base du papier carbone, derrière en fait, vous ouvrez tout le champ des possibles. Mais ce que vous dites n'est pas un hasard, parce qu'en fait, le point commun, c'est ce qu'on appelle la technologie d'induction de couche mince sur film mince. Ouais. Et par exemple, on va fabriquer des films aussi collecteurs pour les batteries sur la même technologie. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on est un peu cousins, si vous voulez, dans les technologies. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est une ETI française qui est le spécialiste mondial et qui est devenu en 20 ans, on était numéro 3 ou 4 en 2004. On est aujourd'hui de loin le leader mondial de cette technologie de l'impression transfert thermique pour l'impression des codes barres.
Et là où c'est intéressant... Oui, mais alors c'est là que je suis presque un peu déçu par le chiffre d'affaires. 274 millions d'euros. Parce qu'on est sur... leader mondial, donc... Vous savez, le code barre, c'est petit, et on est sur une niche de marché. Ouais, c'est ça. On est sur un marché global qui va faire à peu près 1 milliard d'euros. Mais d'où, alors, effectivement, le sujet qui devient super important, parce que je suis leader avec 274 millions d'euros, donc il faut que je parte ensuite sur d'autres territoires. Oui. Et là, si vous êtes là aujourd'hui, maintenant, c'est cette annonce donc de films photovoltaïques. Alors, souple et mince. Organique. Alors j'ai noté le truc. Film photovoltaïque organique souple. Mais organique, de quoi organique? Organique, ça veut dire. Il a une vie propre, le film. Maintenant, organique, ça veut dire sont des dérivés d'oxygène, d'hydrogène, de carbone. Il n'y a aucun métaux rare. C'est 100% développement durable. C'est ça. Si vous voulez. Organique, c'est à l'anglaise, quoi. Organique. C'est organique. Comme les graines. La chimie organique. Ouais, d'accord. C'est issu de la chimie organique. D'accord. Donc, si vous voulez, on est là dans de l'innovation d'Armor, dans la tradition d'innovation d'Armor, qui n'a cessé d'innover tout le temps. Et depuis une dizaine d'années, en fait, on a combiné deux choses. C'est ce savoir-faire de formulation de l'encre et d'induction de couche mince sur film mince qu'on a croisé avec une conviction qui est notre industrie doit servir à lutter contre le réchauffement climatique, à apporter quelque chose pour la planète. Comment on peut combiner ces deux choses-là? Et c'est là où les équipes sont extraordinaires, parce qu'en fait, en leur donnant ce défi de combiner les deux, elles sont revenues avec deux projets magnifiques. Le projet, c'est de réinventer le panneau solaire photovoltaïque classique. Vous savez, un panneau, c'est lourd, c'est 10 à 15 kilos du mètre carré, c'est plat, c'est opaque, etc. Alors, d'abord, on n'est pas obligé sans arrêt... Comment est-ce que je veux dire ça avec infini respect? Mais je pense qu'on peut aussi parfaitement légitimement dire waouh, on s'est rendu compte qu'il y avait un sacré business à faire avec ça. On n'est pas obligé de dire on s'est demandé ce qu'on allait faire pour sauver la planète. Alors, non, Hubert. Je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir parce que je pense que la motivation de départ, ça a été de se dire on a une tradition d'innovation, mais on pense qu'aujourd'hui, il faut que l'entreprise contribue aux enjeux de société. C'est vraiment, c'est une motivation personnelle en tant que dirigeant. Non, mais je respecte ça. Et en fait, voilà. Alors bien sûr, évidemment, si on veut le faire, c'est pour que ça réussisse. Ben oui. Mais je pense qu'il y a aussi à regarder l'état du monde tel qu'il est. L'état du monde tel qu'il est, on voit bien qu'il y a une limite et que si les entreprises ne s'engagent pas pour aller résoudre les problèmes, pas uniquement dans le but d'abord de gagner de l'argent, mais de se dire, OK, il y a des sujets à attaquer, on va les attaquer. Et bien sûr, si on vise juste, ça va être rentable. Mais je pense que la motivation est très forte et c'est ce qui a fédéré l'ensemble des équipes. Ce qui fait que Armor, je pense, est une source d'inspiration et de motivation extraordinaire. On parle de la belle histoire d'Armor parce que les gens qui sont... Je vais y aller. Bon. Alors, je vais rentrer. Je vais rentrer dedans parce que ça m'a... Alors, c'est très intéressant, ça, justement. On est sur le truc. Donc, film photovoltaïque organique souple sur les façades des gratte-ciel à Dubaï. Ou même, là, j'étais tout à l'heure... Le contrat, c'est sur Dubaï. J'étais tout à l'heure dans le... non, mais Dubaï, c'est un exemple. Mais j'étais tout à l'heure dans le 14e. Je voyais des beaux immeubles avec des façades de béton sans fenêtre, complètement vierge, où il n'y a absolument rien. Et pendant ce temps-là, on va aller couvrir des champs agricoles avec du photovoltaïque. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'abord... Non, bon. Tu sors combien de kilowattheures au mètre carré avec ton film photovoltaïque? C'est incomparable avec un panneau. Tu ne peux pas comparer les deux, j'en suis sûr. Mais si, parce qu'en fait, on a une capacité d'1 million de mètres carrés. 1 million de mètres carrés, ça permettrait de couvrir chaque année les 2/3 des façades des immeubles de la Défense, pour vous donner une idée. Ouais. Imaginez que chaque année, on couvre de films. Mais tu produis quoi comme énergie? Tu produis l'énergie, à la limite, pour allumer les LED qui sont dans les bureaux des... on a identifié que ça pouvait couvrir à peu près 30% de l'énergie du bâtiment. Du bâtiment, voilà. Mais c'est considérable. Ben oui, c'est considérable. Mais je pense que l'enjeu, il faut prendre du recul. L'enjeu, il est que il y a des millions de mètres carrés, d'hectares de surfaces bétonnées aujourd'hui qui sont couvertes par rien parce qu'en fait, elles ne sont pas adaptées pour aller mettre des panneaux solaires classiques. De la même manière, il y a des surfaces de toits fragiles absolument partout, des hangars, des choses comme ça. On ne peut pas mettre de panneaux. En fait, moi, de mon bureau à Nantes, je vois des tas de toits où il n'y a rien. Et nous, on se dit... plutôt que d'aller couvrir des champs agricoles qui sont faits pour produire, on veut couvrir l'ensemble des surfaces bétonnées de la planète. Fais ce que tu as... Fais ton truc, c'est génial. Mais pas plutôt que tu as besoin des deux. Jamais tes films photovoltaïques ne remplaceront les panneaux solaires dans les champs de betteraves. Je dis ça parce que je pense que l'État, le gouvernement doit aussi prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, je pense qu'il faut une impulsion aujourd'hui de l'État pour se dire, est-ce qu'il est normal que ces surfaces bétonnées
ne soient pas couvertes et ne soient pas encouragées à être couvertes. Alors, et je pense que là, il y a un vrai enjeu, si vous voulez. L'enjeu, c'est quand même, on est on voit bien que cette crise sanitaire est encapsulée dans une crise écologique majeure. Il faut qu'on puisse attaquer le sujet vraiment. Mais donc ça veut dire quoi? Tu veux des subventions? Je veux, par exemple. Mais non, enfin, attendez, j'attends pas de subvention spécialement. Non. Mais par contre, qu'on puisse dire que quand un immeuble est construit, il faut que des surfaces de béton qui soient sans fenêtre puissent servir en même temps de production énergétique, ça serait intéressant. Donc tu veux augmenter les coûts de construction? Tu veux une norme? Mais par exemple, en Californie, ils disent... En Californie, c'est dingue, ces entrepreneurs incroyables attends. qui, une fois qu'ils ont trouvé un truc, voudraient protéger à tout prix leur marché par des normes et par des contraintes et par... C'est pas protéger, c'est en fait être associé pour résoudre un problème majeur qui est celui du réchauffement climatique. Par exemple, en Californie, on dit si un immeuble contient un certain pourcentage d'énergie photovoltaïque, l'État dit au lieu de construire 2 étages, on va pouvoir en construire 3. Ouais. Bien, ça veut dire que le coût de cette énergie photovoltaïque est immédiatement remboursé. Non, mais aujourd'hui, aujourd'hui la construction sait faire des immeubles à énergie positive, avec ou sans film photovoltaïque sur les surfaces de béton ou sur les surfaces vitrées. Oui, vous n'en voyez pas beaucoup, regardez. Les immeubles déjà construits, ils ne sont pas à énergie positive. Non, mais il se trouve que, je connais depuis... Sun Partners, tu connais Sun Partners? Oui, tu connais WISIPS, Ludovic Deblois? Oui, non, mais alors attendez, je raconte l'histoire très vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr. Est-ce qu'ils ont été encouragés? Mais non, mais à un moment, c'est le business, ils ont disparu. Oui. Donc attends, je le dis très vite, Ludovic Deblois, qui est venu ici d'ailleurs, il a écrit un bouquin très sympa. Voilà. Il a écrit un bouquin très sympa pour partie raconter son histoire. Donc WISIPS, tout est dans le titre. What you see is photovoltaic surface. Une pub extraordinaire. Extraordinaire. Donc sur toutes les surfaces, tu peux mettre ce film photovoltaïque. Le problème, c'est que la rentabilité n'est pas là. À un moment, il y a quand même... Enfin, il faut absolument... Mais non, mais dans ce débat qui est passionnant, Hubert, il faut absolument trouver de la rentabilité économique. Tu n'y arrives pas. Oui, mais alors là, on est sur le sujet de l'innovation. Et là, on touche quelque chose qui est majeur. On connaît tous, et Sun Partners l'a connu comme Armor le connaît, on est dans cette fameuse courbe en J. C'est-à-dire qu'en fait, on innove, on investit, Armor a investi pratiquement 100 millions d'euros dans cette nouvelle technologie, ce qui est considérable pour une ETI comme la nôtre, d'ailleurs. Bon. Maintenant, c'est quoi le résultat? J'ai donné le chiffre d'affaires, mais c'est quoi le résultat de... Armor est très rentable, globalement. Donc on a une très belle rentabilité, ce qui nous a permis d'investir dans de la diversification comme celle-là. Bon. Maintenant, 100 millions d'euros, ça doit être plusieurs années de résultats quand même. Bien sûr, c'est sur 10 ans. Ouais, c'est à peu près 10 millions par an, ce qui est pour une taille comme la nôtre considérable. Donc on a l'unité de film photovoltaïque organique la plus grande du monde, 1 million de mètres carrés de capacité. On s'est dit, voilà, on va être encouragé par les énergéticiens qui vont commander des larges quantités. Bon. Mais les mêmes énergéticiens, à raison, je leur en veux pas, disent... Ah mais attendez, on attend que vous soyez aussi compétitifs que les panneaux chinois pour pouvoir vous acheter. Maintenant, expliquez-moi, quand vous commencez une innovation et que vous démarrez les premiers volumes, comment vous pouvez être aussi compétitif qu'une production chinoise de panneaux très larges, qui sont souvent fabriqués d'ailleurs à des conditions douteuses. On commence à se demander voilà. Mais bien sûr, donc à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Le vrai sujet, j'étais le 24 octobre 2018. Ce qu'on veut, c'est des solutions qui fonctionnent. Pour que les solutions fonctionnent, il faut qu'elles trouvent leur rentabilité. Oui, mais il y a le moment de l'impulsion, du démarrage, et ça... parce que sinon on n'innovera jamais. Le président de la République... Les inventeurs du monde, à ce moment-là, vont vouloir être soutenus d'une manière ou d'une autre par les autorités. C'est bien le cas. Est-ce que la France n'a pas soutenu au départ le Concorde, le TGV, les grandes innovations? Tu as le crédit d'impôt recherche, tu as énormément de dispositifs pour soutenir ton innovation aujourd'hui. Oui, mais c'est pas suffisant. En fait, le sujet bon, est-ce que... mais c'est intéressant. Le sujet, c'est est-ce que l'État, comme client potentiel, se dit à un moment, on a des milliers de mètres carrés de bâtiments de la Défense, à Ballard, le ministère de l'Économie, etc. Et je passe des contrats. Mais est-ce que nous, en tant qu'État, qui disons qu'on veut s'engager dans les accords de Paris, le développement durable, est-ce qu'on passe le pas de dire on aimerait que nos bâtiments soient couverts d'énergie photovoltaïque, oui ou non? Ça m'intéresse. À ce moment-là, on se retrouve dans une logique de marché. Voilà, mais moi, c'est tout ce que je demande. Tout ce que je demande, il faut un appel d'offres, parce que tu as peut-être des concurrents quand même. Il faut des appels d'offres ciblés sur des innovations du style. Nous, on sait faire. Notre film Soup, ce qui est intéressant, il peut couvrir des courbes. Il est translucide, donc il peut couvrir du vitrage. Oui, c'est ça qui est super important. Il peut couvrir des toitures qui contiennent des cheminées, des machins, parce qu'il peut être découpé. Il peut faire des formes architecturales
absolument extraordinaire d'un point de vue design et artistique. Donc il faut des appels d'offres qui correspondent à ce qu'est l'innovation. Si vous voulez, le film photovoltaïque organique, c'est le smartphone, c'est le smartphone des ordinateurs. Donc si vous faites un appel d'offres, mais non. Bon, mais j'ai toujours pas la puissance. Je sais pas moi comment est-ce que je sais toujours pas quelle puissance sort de ton, je sais pas moi, d'1 mètre carré ou de 100 mètres carrés de tes films photovoltaïques. Oui, mais je pense que c'est même pas le sujet, parce qu'en fait, non, c'est pas le sujet, parce qu'en fait, on n'est pas comparable à des panneaux. Donc effectivement, le rendement aujourd'hui, il est inférieur aux panneaux, parce qu'on est très inférieur. Il est très inférieur aux panneaux, parce que on est dans une perspective d'innovation, de rupture. Mais par contre, on va couvrir des espaces qui ne peuvent pas du tout être couverts par des panneaux classiques. À Dubaï, c'est 500 km de film, c'est ça 500 km² de film par an, Dubaï, c'est ça? Mais c'est des capacités, en ça. fait, le gouvernement de Dubaï a décidé de lancer 1 gigawatt de solaire par an. Or, comme ils n'ont pas de surface, des films, là, le gigawatt, mais justement, ils sont extrêmement intéressés par cette technologie parce qu'ils ne peuvent pas couvrir leur grande tour. 1 gigawatt, non, je le dis comme ça rapidement, c'est l'un des 2 réacteurs de Fessenheim, par exemple. Donc. Mais ça, c'est cette volonté. Et comment ils peuvent le faire? Ils peuvent le faire uniquement en couvrant leur tour d'énergie photovoltaïque. Désert pour y mettre des panneaux à Dubaï. Vous avez déjà essayé de mettre des panneaux sur des tours de vitrage translucide? Impossible. Désert. Enfin, à Dubaï, c'est un peu là, mais juste à la sortie de Dubaï, ce qu'ils veulent, largement la place de mettre des panneaux. Ce qu'ils veulent, c'est couvrir. Non, alors, attends, parce que tout ça est passionnant, je le savais. 4 minutes, non, sur le modèle de management quand même, c'est-à-dire association très large. Management et personnel ont 57% du capital de... On est à 75 aujourd'hui. Ah, vous êtes à 75 aujourd'hui. J'ai dû lire ça sur... Je le dis juste comme ça, j'ai dû lire ça sur ton site internet, donc... Ça, vous devez... faut le mettre à jour. C'est une recomposition du capital il y a quelques 75%. Temps, Et alors, mais management et personnel, management 50, personnel 25 ou... On est tous ensemble 75. En fait, il y a 500 salariés actionnaires. On a créé... 500 salariés actionnaires. Quand en 2014... le fonds de participation industrielle a vendu qui possédait la majorité d'Armor a vendu ses participations. On s'est dit, voilà, on veut maîtriser notre destin industriel et d'innovation. On s'est tous mis ensemble. On a vraiment, quand je dis tous mis ensemble, c'est qu'on a tout mis. On s'est endetté, personnellement, j'ai risqué ma maison, tous mes biens, etc., avec mon épouse et mes associés aussi. On a tout mis parce qu'on s'est dit, on a la possibilité, justement, de croire dans des innovations qui sont risquées, mais qui font du sens. Voilà. Et ce qui est assez merveilleux, c'est de voir que ce projet, c'est celui de l'ensemble des salariés. Un petit exemple, crise du Covid. On a innové, par exemple, dans la fabrication additive 3D. Donc, on a créé une entité. En 3 jours, nos équipes ont été capables de faire basculer le site en usine de guerre de fabrication de visières de protection au moment où, vous savez, tout le monde manquait de masques, etc. Bravo. On a fabriqué 100 000 visières de production pour les CHU, pour les médecins, pour les dentistes, pour les infirmiers, etc. Voilà. Et ça, c'est Armor. C'est cette capacité d'adaptation. Et ça, je vais te dire, parce que j'en ai 10, 20, 50, 100 des histoires comme ça. Ça, c'est l'industrie, en fait. C'est l'industrie. Ça, c'est les industriels et une capacité incroyable de mobilisation pour l'ensemble des dispositifs qui étaient nécessaires. Mais quand même, quand tu as 75% du capital, il faut quand même de temps en temps aller chercher des capitaux pour investir massivement. Bien sûr, on a 5 fonds d'investissement à nos côtés. C'est ça. Qui, eux, ont les 25. Qui ont les 25. Et peuvent amener des millions quand... voilà, exactement. Et on a des très grands projets. On investit quand même plus de 30 millions d'euros d'investissement par an. Et qui eux-mêmes, à mon avis, c'est ça qui est merveilleux dans ce qui est en train de se passer. C'est qu'eux-mêmes, ils peuvent intégrer l'ensemble de ce que tu fais, y compris la gouvernance, dans leur propre bilan. Ah ben bien sûr. ISR, ESG. Bien sûr, je pense que le fait qu'Armor soit un industriel leader mondial d'un côté, mais engagé dans l'innovation sociétale, je pense que ça crée une certaine... une certaine noblesse de ce qu'est l'économie et l'entreprise aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens personnellement. Moi, je suis absolument convaincu que l'entreprise est utile à la société. C'est un peu mon combat, ma vocation. Et en associant le maximum de salariés avec nous, on va faire des choses extraordinaires. Et c'est pas terminé. On est parti sur de long terme. On aimerait construire un groupe industriel de développement durable et d'innovation sociétale. On va se revoir, Hubert. On est associé avec une initiative formidable. Alors, lyonnaise, tant pis, c'est pas... nos anciens actionnaires... Qui s'appelle l'entreprise du futur. Voilà. Et je pense qu'à cette occasion-là, tu m'as l'air parfaitement apte à être associé à l'ensemble de cette magnifique initiative. On vous racontera ça, ce sera à la rentrée. Merci Stéphane. Dans le cadre
dans le cadre de nos développements. Hubert de Boisredon, donc PDG d'Armor, était avec nous sur Bismart.